Au tout début de cette histoire, il n'y a pas d'image. Pas d'image lorsque les premiers colons, des protestants calvinistes, hollandais, scandinaves et allemands, s'installent ici au Cap de Bonne-Espérance, au milieu du XVIIe siècle. Pas d'image non plus lorsque les Britanniques débarquent 2 siècles plus tard et les chassent. Pas d'image, mais la reconstitution, filmée beaucoup plus tard, des milliers de colons fuyant avec leurs troupeaux, leurs fusils, leurs bibles et leurs esclaves pour trouver plus au nord de nouveaux espaces. Ici commence et prend racine la mémoire fervente des Afrikaners. Pas d'image non plus des guerres avec les Zoulous sur les nouveaux territoires, mais encore la reconstitution filmée de la bataille de Blood River en 1838. Face aux 13 000 guerriers Zoulous du chef Dingaan, ils ne sont que 500, à l'abri des chariots regroupés en lagueur. 500 contre 13 000. Mais ils ont prié toute la nuit. Ils ont leur Bible. Ils ont aussi des fusils et des canons. Dieu les a entendus. Dieu leur a donné la victoire. Eux, les Afrikaners. La victoire du lager. 1870, les premières photographies. Dans les nouveaux territoires des Afrikaners, au nord, la découverte des gisements de diamants. Et 15 ans plus tard, les premières mines d'or, bientôt révélées comme les plus riches du monde, et qui attirent les banquiers juifs et anglais. Les mines et les usines se développent, mais l'esclavage est aboli et la main-d'œuvre est rare. Alors on fait une première loi qui donne les meilleures terres aux Blancs. Les premières images filmées montrent les Noirs chassés de leurs fermes. Et est devenue la main-d'œuvre bon marché dont on manquait. Et déjà les textes officiels de la première République du Transvaal disent qu'il faut éviter l'égalité entre les gens de couleur et les Blancs au sein de l'Église et de l'État. « 1899. L'or du Transvaal est décidément trop tentant pour les troupes britanniques qui envahissent le territoire des bourgs. Premières images de guerre. La première guerre filmée au monde. Juste quelques images, comme celle-ci, à l'air anodin. La reddition d'un général bourg, arrêté et emmené dans un fourgon. La guerre va durer 2 ans. Les Britanniques brûlent les fermes, les champs et les troupeaux. Ils inventent le fil de fer barbelé. Et les camps de concentration, où ils enferment les femmes et les enfants. 22 000 enfants meurent dans les camps. Le pays est dévasté, la campagne détruite. Pendant les années qui suivent, les images encore rares montrent la misère des fermiers afrikaners réduits à travailler dans les mines ou les usines. Des années de misère et de soupe populaire. Des années où l'on ressasse la haine des Anglais. Des années dont on se souviendra. Mais on peut devenir pauvre et prolétaire, on n'en reste pas moins blanc. On ne veut pas être mélangé avec les Noirs. On veut avoir de meilleurs emplois et de meilleurs salaires. On est afrikaner quand même. Il y a les Blancs et les autres. Les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Métis et les Noirs. Alors en 1910, on se réconcilie avec les anglophones et on crée un État réuni, rattaché au Commonwealth, l'Union sud-africaine. Les Noirs
sont déjà exclus du fonctionnement démocratique et leurs droits sont limités. En 1911, une première loi leur interdit l'accès à certains emplois. Aussitôt, dès 1912, des Noirs issus des rares familles aisées et formés dans les écoles chrétiennes créent l'ANC pour lutter contre la ségrégation et aussi contre le tribalisme et les rivalités ethniques. Ils veulent une société unie et non raciale. Ils vont à Londres demander le droit de vote pour les Noirs et l'abrogation des premières lois ségrégationnistes, sans succès. À Londres, on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, Londres laisse passer l'année suivante une nouvelle loi qui attribue la propriété de 95% des terres à la minorité blanche et n'en laisse que 5% à la population noire, sans possibilité de s'agrandir ailleurs. Ces réserves sont bien sûr celles où les terres sont les moins fertiles, et sans gisements miniers, sans or ni diamants. Pendant ce temps, après la Première Guerre mondiale, l'Union sud-africaine obtient mandat de la Société des Nations pour occuper la colonie allemande de la Namibie, riche en diamants. 1922. Les temps sont durs pour les ouvriers blancs, menacés dans leurs emplois et leurs salaires par la concurrence de la main-d'œuvre noire, plus nombreuse et moins chère. Des rumeurs de mise à pied provoquent la grève de 22 000 ouvriers et mineurs, la création de syndicats et d'un parti communiste. C'est la révolte rouge des Blancs qui se croient menacés par les Noirs. Leur slogan, « Travailleurs du monde entier, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ». Barricades, loi martiale, bataille rangée, pendaison, retour au calme et à l'ordre. En 1923, 1924, 1927, une série de lois limite encore les droits des Noirs en matière de travail, de résidence et même de relations sexuelles. Les années 30 passent. Chez les Afrikaners, on travaille et on va en Europe faire son éducation, comme les Anglais. Mais comme on est calviniste, comme on déteste les capitalistes anglais et juifs, c'est en Allemagne que l'on va. Et c'est en Allemagne que dans ces années-là, les années 30, on entend les échos rassurants de ce qu'on pensait déjà d'une société parfaite et respectant les différences entre les races, comme dans la Bible. Et c'est d'Allemagne qu'on revient avec l'idée d'un système qui protégera l'intégrité de la race et de la culture afrikaner, le national-christianisme. Le docteur Malan, pasteur et directeur de journaux, crée le Parti nationaliste. Et en 1948, malgré la ruine de l'Allemagne nazie, il gagne les élections et prend le pouvoir. Die oorlog is nou klaar en die huis toe gaan is daar terug na die ou Transvaal. My hartlam wag vir my en ek sal so al te bly haar swingies met myne betaal. O bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my. Alors maintenant, comme les pionniers du lager, on va protéger l'avenir de la société afrikaner contre les invasions et bâtir le système mis au point par le bon docteur Verwoerd, Premier ministre et père de l'apartheid. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. Accepting that there are differences between people. But while these differences exist, and you have to acknowledge them, at the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. En bon voisin, bien sûr, mais chacun chez soi. Une première loi de 1949 interdit les relations sexuelles et même le mariage entre blancs et non-blancs. Une deuxième loi, l'année suivante, impose le classement de la population par catégorie raciale, blancs et non-blancs, indiens, métis et noirs. Une troisième loi interdit encore le Parti communiste.
Depuis longtemps déjà, les terres insuffisantes et misérables accordées aux Noirs ne peuvent plus tous les nourrir et une population de plus en plus nombreuse vient à la recherche d'un emploi, remplir des bidonvilles déjà surpeuplés à la périphérie des villes et des zones industrielles. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, en 1950, la loi délimite des zones de résidence selon les catégories raciales. Les blancs et les non-blancs vivront dans des zones séparées. Pas de mélange. Tous les Noirs doivent dépendre administrativement d'une réserve selon leur origine ethnique. Il y a 9 réserves pour 8 ethnies, très dispersées, établies sur les terres inutilisables par les Blancs. La réserve des Zoulous est même divisée en 10 régions et le Bophuthatswana en 7. Les réserves seront administrées par des Noirs et la loi prévoit qu'elles deviendront ensuite autonomes puis indépendantes, faisant ainsi ensuite disparaître les Noirs des registres de la République d'Afrique du Sud par de simples transferts administratifs. L'objectif, au terme du processus, c'est ceci: une République d'Afrique du Sud officiellement blanche à 100%. Dès maintenant, la loi fixe que c'est seulement dans les réserves que les Noirs peuvent exercer leurs droits civiques. L'accès aux zones blanches, 87% du territoire, ne leur est autorisé que pour aller y travailler. Et pour mieux contrôler leurs déplacements, une 5e loi, en 1952, rend obligatoire pour les Noirs le port d'un passeport intérieur, précisant la réserve d'origine, la situation familiale et professionnelle, les lieux de travail et de séjour autorisés. Can you work, John? Yes. Are you sure you can work? Yes, boss. I don't want any lazy cappers on the job, yeah? No, I'll work. Let me see your pass. But his permission to seek work has expired already. But can't you do something for himself, please? Do you know you can be arrested walking around with your passbook like this? Yes. Do you know that? Yes, boss. They can send you to the farms. They can send you out to Johannesburg. Yes. But you take this to the post office and get it fixed up. Toute infraction est passible d'arrestation et de condamnation. 1 200 000 en 10 ans. Une loi fixe aussi la place de chacun dans les lieux publics, les Blancs et les autres. Une 6e loi fixe enfin pour les Noirs les conditions d'une éducation plus ordinaire que pour les Blancs, et dont le coût sera 20 fois moins élevé. Après tout, comme le rappelle le Premier ministre, et comme il est dit dans la Bible, les Noirs ne sont que des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Ils n'ont pas besoin de connaissances inutiles. Now just show me how to wrap this. Show us the wrapping. Les mineurs. Ils sont 500 000. Ils sont logés à l'écart, dans des foyers, propriétés des compagnies dont l'accès est interdit. Ils y vivent seuls, loin de leur famille, restés dans les réserves. Leur contrat de travail est temporaire, renouvelé tous les ans. Ils gagnent 15 fois moins que les mineurs blancs. C'est dans des foyers comme ceux-ci que vivent aussi les ouvriers, nouveaux venus de la campagne, et qui n'ont pas trouvé de logement. On aménage l'espace. On abat les bidonvilles.
Et pour tous ceux, ouvriers ou domestiques qui travaillent dans les zones blanches, on a aménagé à la périphérie des villes de grandes cités réservées, les townships. Sophia Town. C'était un quartier différent des autres, où les Noirs avaient le droit de construire ou d'acheter les maisons. Un quartier plein de vie, de musique et de gaieté, malgré la pauvreté. Dans ces années-là, à Sophia Town, une jeune infirmière chante dans un film de Lionel Rogozin. Myriam Makeba. Mais Sophia Town, ces Noirs, leur bruit et leur musique sont trop proches des voisins blancs. Alors, un matin d'été, très tôt, il fait encore nuit. 2000 policiers et soldats armés ouvrent les maisons, en sortent les habitants encore endormis. Il faut partir. Ici, la terre ne vous appartient pas. Les maisons doivent être rasées. En quelques heures, Sophia Town est évacuée, et ses 60 000 habitants transportés de force plus loin, à l'écart des quartiers blancs, dans un nouveau quartier bâti pour eux, un quartier propre, aux maisons bien rangées, Soweto. Sophia Town sera rasée, pour laisser la place à un nouveau quartier réservé aux Blancs, et qu'on appellera Triomphe. On se souviendra toujours de Sophia Town. Voilà donc comment, dans les années 50, le gouvernement nationaliste met en place l'apartheid, le racisme légalisé. D'un côté, 3 millions de Blancs, de l'autre, 11 millions de Noirs, 2 millions de Métis et d'Indiens. Depuis la création de l'ANC, puis du Pan African Congress, les Noirs, les Indiens et les Métis protestent et résistent autant qu'ils peuvent pour l'égalité, la liberté et la justice. Résistance non violente, suivant l'exemple de Gandhi, qui mena ici les premières marches pacifiques. Des Blancs aussi luttent contre la ségrégation. Libéraux, communistes et héros de la guerre en Europe. Ils dénoncent le fascisme ou conduisent les lois du régime nationaliste. Au premier rang de la lutte, des femmes. Hélène Joseph, enseignante, assistante sociale et leader des mouvements avec une Noire, Liliane Goyer. Ici, les femmes sont des rocs, fortes et indestructibles. Répression, arrestation, la routine. Cela dure déjà depuis si longtemps, et cela durera encore si longtemps. Filmé en cachette par un témoin,
le procès de 156 militants jugés pour haute trahison. Parmi les accusés, Joe Slovo, leader du Parti communiste, et Nelson Mandela, un jeune avocat, toujours souriant, membre d'une famille royale Xhosa, leader des jeunes de l'ANC. Bram Fischer, leur avocat. Le procès va durer 4 ans. Nelson Mandela, privé de droits civiques et assigné à résidence, obtiendra l'autorisation de s'absenter 3 jours pour épouser une jeune infirmière, sa seconde femme, Winnie. 2 enfants naîtront pendant ces 4 années. Il y a quand même des jours heureux. En 1959, le gouvernement réglemente la consommation des boissons alcoolisées, ouvre pour les Noirs des bars réservés où on leur sert une bière faite pour eux, nutritive et peu alcoolisée. La fabrication des bières artisanales, traditionnellement faites par les femmes, est interdite. Au bidonville de Katoma Nord, près de Durban, les femmes se révoltent contre cette nouvelle atteinte à leur culture, à leur tradition. Elles détruisent le nouveau bar. Deux femmes sont tuées. 1000 sont arrêtés. Les hommes contre-attaquent. Isolent, encerclent et tuent 9 policiers. Mobilisation nationale contre le port obligatoire des passeports intérieurs. À Sharpeville, près de Johannesburg, 15 000 manifestants pacifiques entourent le commissariat et demandent à être arrêtés. En face, dans le commissariat, 75 policiers. Au premier coup de feu, on s'enfuit. On croit que c'est des balles à blanc, des balles pour rire. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un massacre. 250 victimes, même des femmes et des enfants, la plupart frappés dans le dos. « 70 morts. Le massacre de Sharpeville marque pour toujours la mémoire des Noirs. L'image des 70 cercueils devient le symbole de la violence des Blancs et de la résistance des Noirs. À l'ONU, on s'émeut. À New York, à Londres, partout dans le monde, on manifeste contre le régime de l'apartheid. En Afrique du Sud, on brûle les passeports. La colère gagne tout le pays. État d'urgence. Loi d'exception. L'ANC et le Pan African Congress sont interdits. 20 000 arrestations. Au nord, c'est l'indépendance et la venue au pouvoir de gouvernements noirs dans les colonies françaises, belges et bientôt dans les colonies britanniques. Les Afrikaners sont inquiets. La tutelle britannique, hostile à l'apartheid, leur dit que le monde change et qu'il faut évoluer. Alors, ils préfèrent rompre définitivement avec Londres. La population blanche, consultée par référendum, est divisée. Mais la majorité décide de quitter le Commonwealth. L'Afrique du Sud devient république souveraine. Ce jour-là est un jour de grève et de protestation muette pour la population noire. « 10 000 arrestations. Nelson Mandela, poursuivi pour avoir organisé la grève, vit dans la clandestinité. Il répond aux questions d'un journaliste anglais. The Africans
want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Au risque de la peine de mort, qui punit les actes de sabotage, Nelson Mandela participe à la création de la branche armée de l'ANC. Toutes les polices le recherchent. À New York, l'ONU crée un comité de lutte contre l'apartheid. Miriam Makeba, la petite infirmière de Sophiatown, devenue chanteuse et célèbre, en exil depuis 4 ans, parle d'une voix émue. I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy. I appeal to you to save the lives of our leaders, to empty the prisons of all those who should never have been there. Écharpe noire et défilé silencieux. Ce sont les Black Sash, le mouvement de protestation des femmes. Après 15 mois de chasse à l'homme, Nelson Mandela est finalement arrêté. Image brève par un témoin le jour de son arrestation. 2 ans plus tard, à Pretoria, le jour du jugement, l'accès au tribunal est interdit. Mandela et 7 autres accusés encourent la peine de mort. Juste avant le verdict, il déclare « Je rêve d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je veux vivre, mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce ne sera pas la mort, mais la prison à vie. » Le poing dressé à travers les grilles du fourgon vers le bagne de l'île Robben. Ils y resteront 27 ans. Well, I am slightly relieved. It could have been far worse than this. In fact, my people and I expected death sentences for all the accused. My husband has been fighting for the liberation of the African people, for the working harmoniously of all the racial groups in this country. I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Cette année-là, les principaux leaders et des milliers de militants sont en prison, en exil ou bannis. Winnie Mandela est condamné à l'exil intérieur, assigné à résidence à Soweto. L'opposition blanche est réduite au silence. Bram Fischer, l'avocat des leaders de l'ANC, condamné à la prison à vie pour communisme. Malade d'un cancer, il mourra en prison 10 ans plus tard.
John Harris, éducateur et président du comité olympique non racial, pendu pour avoir fait exploser une bombe en gare de Johannesburg. Albie Sachs, avocat, communiste, militant de l'ANC, arrêté et mis au secret sans jugement pendant 17 mois. Hélène Joseph, leader du mouvement des femmes, filmée ici en cachette par une équipe de télévision française, assignée à résidence. Le pasteur Lonnie Clerg, condamné pour hérésie par un tribunal ecclésiastique pour avoir admis des Noirs dans son église. Le pasteur Beyer Snodé, ancien membre de l'extrême droite afrikaner, banni pour 5 ans pour avoir rejoint les militants anti-apartheid. Hélène Suzman, membre du Parti progressiste, reste au Parlement, la seule voix de l'opposition démocratique. Pour les autres, la vie continue. Chacun chez soi. Chacun chez soi et chacun à sa place. Pour les Afrikaners, les années 60 sont des années de succès et de revanche. Grâce à l'apartheid, on est devenu riche. On est maintenant comme les Anglais. On est fier de sa maison. On parle de boom économique. Rugby, barbecue, soleil et Chevrolet, disent les publicités. Le bonheur des Blancs d'Afrique du Sud. À cette époque, un cinéaste anglais filme clandestinement la réalité interdite. La réalité à l'écart des Blancs, le monde à part. Les foyers des travailleurs dont les familles vivent loin dans les réserves. Ils sont mineurs, ouvriers ou domestiques. Petite scène parmi d'autres. Eux sont noirs. Le chauffeur est blanc. Il ne s'arrête jamais. 15 heures de travail par semaine en plus pour les Noirs, mais des salaires 16 fois moins élevés. Les plus privilégiés ont le droit de vivre dans les townships, ces gigantesques cités construites pour eux à proximité des villes et des zones d'emploi. Mais ces cités sont insuffisantes. Alors les autres, tous ceux qui veulent pouvoir vivre avec leur famille et à proximité de leur lieu de travail, s'entassent illégalement dans les bidonvilles surpeuplés. awazibamba ndithuthi maxaka wamdyaka mgonye ubomvu wapesa kweqeliphantsi ezantsi ethekwini madoda ngoba kunzima nxa sendifikile uphina bukhona madoda hayi ngilapha eGoli madoda wenzanini angisafuna uthetha indaba zomhlaba hathi amanye amadoda ngakhe nebuza uFoster noma athanzima uFoster uthi pastex passport kumzuzu sinyamasa hayi Et alors, sans cesse, c'est la chasse aux squatteurs. Sans cesse, les bulldozers remettent de l'ordre et renvoient les hors-la-loi dans leur terre. C'est un incessant chantier de populations déplacées ou reconduites dans les réserves, dans des camps de transit. Depuis 20 ans, 2 millions de personnes déplacées, 4 millions arrêtés pour infraction au passeport obligatoire, 7000 prisonniers politiques, souvent sans procès. À l'ONU, Oliver Tambo, compagnon de Mandela, l'un des rares leaders de l'ANC à avoir échappé à la prison, en exil depuis 10 ans. We have tried to ask that assistance should be given in such a way that we can solve the problems peacefully. That has not been forthcoming. And we are continuing to try and solve the problems with the methods that are available to us. And the stage that has been reached is that the methods that are available to us now
are those which we have tried to resist over a long period of time. They are the methods of violence. This is what we are facing and have decided to face. Because the worst of all horrors in the world is to live forever as a slave, as a hated, despised, subhuman. And this we reject. Mais au Conseil de sécurité de l'ONU, on est divisé. Les USA, la Grande-Bretagne et la France, condamnés par l'Assemblée générale pour continuer à faire des affaires avec le régime sud-africain, s'opposent à son exclusion. En 1973, à Johannesburg, à Durban, des grèves éclatent. Grèves sauvages et sans leader visible. Ne pas parler. Surtout ne pas parler. Ne pas être repéré. On se méfie des caméras. Et des micros. John Balthazar Verster, ancien membre du mouvement pro-nazi pendant la guerre et fier de ses années de prison pour activité terroriste. Premier ministre depuis 8 ans. Reçu en Europe par les chefs d'État, accusé par l'opinion. Il est aussi boycotté par l'Assemblée générale de l'ONU, qui refuse de l'écouter, se lève et quitte la salle. Un gouvernement qui ne représente que 15% de la population ne représente pas le pays légal. We have every right to maintain our identity as whites. And at the same time, we grant the coloureds their identity, we grant the Indians theirs, and we grant the blacks theirs. And yet we in the National Party have taken our stand, and we have said not only to South Africa and its people, but we have said it to the world, we have said it to the leaders of the world, we have said it in the glass palace of UNO, that we whites in this country have a right to maintain our white identity under all circumstances. The laws and the regulations applicable to South Africans will not be made in the glass house of UNO. It will be made in the parliament in Cape Town. Fin 1974, l'Afrique du Sud est finalement exclue de l'Assemblée générale des Nations unies et renvoyée dans son lager. Révolution des œillets au Portugal. Les anciennes colonies, le Mozambique et l'Angola, à la frontière nord de l'Afrique du Sud, sont maintenant abandonnés aux Noirs, aux communistes et aux Cubains. La contagion gagne la Rhodésie. Noirs et Rouges encerclent le lager. En Namibie, des rebelles réclament l'indépendance. Il faut desserrer l'étau communiste. Il faut soutenir les guérillas qui luttent au Mozambique et en Angola contre les nouveaux régimes. Détruire les rebelles en Namibie. Il faut faire la guerre. 16 juin 1976. À Soweto, des groupes de jeunes se rassemblent pour protester contre l'obligation de l'enseignement en langue afrikaner. « 23 morts, 220 blessés.
Cette image bouleverse l'opinion mondiale. Le massacre des enfants aux mains nues de Soweto enflamme les townships. C'est l'émeute. Le 28 août, à Soweto, la violence gagne les foyers de travailleurs zoulous. Furieux des troubles dans les townships voisins, ils s'attaquent, avec leurs armes traditionnelles, à ceux qui les empêchent de se rendre au travail. Mais on parle de provocation. On parle de la curieuse passivité de la police. On parle aussi de voitures, d'où l'on a vu des blancs tirer sur de simples passants. Les émeutes gagnent les grandes villes. Elle dure 8 mois. La lutte des Noirs est maintenant conduite par une nouvelle génération de leaders. Steve Biko est le plus populaire de tous. Étudiant en médecine, il fait partie d'une génération qui a dû vaincre tous les murs de l'apartheid pour accéder aux études supérieures. Une génération instruite par l'œuvre de Fanon, par le mouvement du Black Power et par l'exemple des Black Panthers dans les ghettos américains. Une génération qui rompt avec la tradition non violente des mouvements précédents. Now, the line that BBC adopts is to explore as much as possible non-violent means within the country, and that is why we exist. But there are people, and there are many people, who have despaired of the efficacy of non-violence as a method. They are of the view that the present nationalist government can only be unseated by people operating a military wing. Any changes which are to come can only come as a result of a program worked out by black people. And for black people to be able to work out a program, they need to defeat the one main element in politics which was working against them, and this was a psychological feeling of inferiority. We don't believe, for instance, in the so-called guarantees for minority rights, because guaranteeing minority rights implies the recognition of portions of the community on a race basis. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majority, there shall just be people. And those people will have the same status before the law, and they will have the same political rights before the law. So in a sense, it will be a completely non-racial egalitarian society. 8 mois après cet entretien, Steve Biko est arrêté et meurt pendant ses premiers jours de détention. Selon la version officielle, il menait une grève de la faim et ses gardiens l'auraient trouvé pendu dans sa cellule. Mais le rapport d'autopsie prouvera que Steve Biko n'est pas mort de pendaison, mais de coups violents portés à la tête, abandonné dans le coma et sans soins pendant 3 jours. Personnes accompagnent les funérailles de Steve Biko et chantent Nkosi Sikelele Afrika, que Dieu bénisse l'Afrique, le chant des nationalistes noirs.
no greater force in this whole world than an idea whose time has arrived. An idea whose time has arrived. And that idea, ladies and gentlemen, is black consciousness, which is going to free the black man from the shackles of white imperialism, white slavery, white oppression. Power! 2 mois plus tard, les Nations Unies mettent l'embargo sur les livraisons d'armes destinées à l'Afrique du Sud. En 1978, les chiffres officiels font croire que 19 millions de Noirs vivent dans les réserves. Ils n'y sont en réalité que 9 millions. Tous les autres vivent à proximité des zones d'emploi, dans les townships et les bidonvilles. Car dans les réserves, il n'y a rien. Pas d'industrie, pas d'emploi, pas de ressources. 7 familles sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les terres sont pauvres, usées. Les villages insalubres. Les troupeaux maigres. Dans certaines réserves, la moitié des enfants meurent de malnutrition avant l'âge de 5 ans. Ailleurs, la moitié n'atteint pas l'âge de 10 ans. Quatre réserves sur 9 ont accepté l'indépendance, mais les autres refusent, et notamment la plus grande, le KwaZulu, dirigé par le chef Buthelezi. To get anywhere, to get any crumbs, if I may so call them, for my people, I've got to operate with them, in other words, cooperate with them. However abhorrent I may feel the philosophy behind their experiments is to me, personally. Buthelezi est un personnage ambigu. Chef des Zoulous, il bloque par son refus le processus du grand apartheid. Mais Buthelezi vise aussi au leadership des Noirs. Et il a créé le mouvement de l'Inkatha, hostile au Pan African Congress, au Parti communiste et à l'ANC. Un mouvement qui compose avec les intérêts du pouvoir blanc. Alors sa présence aux funérailles du leader du Pan African Congress passe pour une provocation. La foule mécontente l'entoure. Regardez. Pour le dégager, son garde du corps sort un revolver et tire. Cette image sera largement diffusée par la presse, avec un titre « De quel côté du revolver êtes-vous » Cette scène annonce la guerre violente qui opposera 10 ans plus tard l'ANC et l'Inkatha, Buthelezi et Mandela. Dans la cour du bagne de l'île Robben, les pionniers cassent des pierres à longueur de journée. Pour rien. Nelson Mandela et Walter Sisulu sont là depuis 16 ans. Cette année-là, John Vorster propose à Mandela la liberté, à condition de vivre dans la réserve indépendante du Transkei. Mandela refuse. Il n'y a pas de liberté dans l'apartheid. Cette année-là, les Nations Unies renforcent l'embargo sur les livraisons d'armes et recommandent le boycott des livraisons de pétrole, le boycott des échanges économiques, sportifs et culturels. John Vorster est encerclé. We live in difficult and troublous times. It is so that South Africa at the moment is faced with a mandatory arms boycott. There are those in the world outside who believe that with this mandatory arms boycott, they can bring South Africa to its knees. South Africa not only saw it coming,
But South Africa made provision to be self-sufficient as far as these armaments are concerned. John Vorster doit aussi affronter à l'intérieur la pression des milieux d'affaires, qui réalisent combien le système du grand apartheid freine le développement économique. Un scandale qui révèle son utilisation de fonds publics pour corrompre la presse crée l'occasion de le lâcher. John Vorster, au pouvoir depuis 12 ans, arrive au bout du chemin. Il faut changer d'homme pour changer de politique. Le 9 septembre, Pete Botha, ministre de la Défense depuis 12 ans, remplace Vorster et devient Premier ministre. On le dit dur et coriace. Il a commencé sa carrière au service d'ordre des campagnes électorales. On le surnomme Pete la Gâchette. À côté de lui, Connie Mulder, ministre de l'Information. Impliqué lui aussi dans le scandale, il sera contraint de démissionner quelques semaines plus tard. Derrière lui, à demi caché, un jeune ministre attend son heure, Frédéric de Klerk. Pete Botha est l'homme des militaires. Ce qu'ils attendent de lui, c'est une stratégie globale contre la menace communiste, à la fois dans les townships et en Angola, au Mozambique et en Namibie. We believe that we are indispensable to the free world. We believe that without us, the free world cannot retain its strength. We believe that without South Africa, the free world will lose the fight against Marxism and tyranny. À l'avant-garde de la lutte mondiale contre le communisme, Botha peut enfin utiliser les moyens qu'il a développés depuis 12 ans comme ministre de la Défense. Le contingent a été multiplié par 4, les crédits d'armement par 20. À la frontière nord, la guerre. À l'intérieur, les réformes. Relâcher le contrôle des déplacements de population. Libérer les emplois. Autoriser les organisations professionnelles et les syndicats. Améliorer la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Mais des réformes, ce n'est encore ni la justice, ni la liberté. En 1979, c'est encore 165 morts et 500 blessés, pour la plupart des enfants, qui maintenant donnent l'exemple de la résistance. « 22 mai 1980, au Cap. 100 000 élèves noirs, métis, indiens, manifestent contre la ségrégation scolaire et la mauvaise qualité de l'enseignement et décident de boycotter les écoles. Les mois suivants, des centaines de petites associations naissent pour soutenir la résistance dans la vie locale, encouragées par les églises. We know we shall overcome oppression. We know we shall overcome injustice and exploitation. We shall overcome. We shall overcome because your cause is a just cause. Because your cause is a righteous cause. And you will overcome. Freedom must come. Les premières fissures dans le mur de l'apartheid sèment l'espoir et la révolte. Mais ils sont trop jeunes pour attendre. Ils sont une génération sacrifiée. Malangu, membre de la branche armée de l'ANC, 20 ans, condamné à mort et pendu. Tsosobe, 26 ans. Tshabangu, 26 ans. Moïse, 25 ans. Tous les trois
arrêtés et jugés pour l'attaque d'un commissariat de police. Tous les trois ont rejeté l'accusation. Tous les trois condamnés à mort le 19 août 81. Et un rapport médical établira les coups et les blessures portés pendant les interrogatoires. Le jour de l'exécution, devant la prison de Pretoria, la famille et les amis chantent. Ils chantent pour encourager les trois condamnés qui attendent là-bas, dans le couloir de la mort. Les femmes, plus fortes encore et plus invincibles après l'exécution de leur fils. Neil Adjet, médecin et militant des droits de l'homme, retrouvé pendu dans sa cellule, comme Steve Biko. Il est le 55e à mourir de cette façon. Prise au piège entre réforme et répression, Botha, en 1983, propose une nouvelle constitution. We have a country of minorities. There is a white minority. And within that white minority, we have also other minorities. There's a colored minority. There are black minorities. There's an Indian minority. We are a country of minorities. And any government with its own will know that unless you are prepared to recognize and to take cognizance of the fact that this is a country of minorities, unless you are prepared to deal with that in a practical way, you cannot govern South Africa properly. Minorité des minorités, 4 millions d'Indiens et de Métis gagnent le droit de vote. Mais au Parlement, composé dorénavant en 3 chambres séparées, blancs, indiens et Métis, les 5 millions de blancs gardent la majorité. Pour les Noirs, la Constitution crée des gouvernements locaux, comme dans les réserves, pour administrer les townships et les bidonvilles. Ils sont 28 millions, mais ils sont toujours exclus de la communauté nationale. We want all of our rights, not just a few token handouts here and there that the government sees fit to give. We want all of our rights. We want all of our rights, and we want them here in a united, undivided South Africa. We want all of our rights, and we want them here, and we want them now. Le 20 août 1983, les représentants de plus de 600 organisations locales d'action sociale et de résistance acclament les vétérans des années 50. Hélène Joseph, Frances Brahe, le nom de Mandela, emprisonné depuis 20 ans, devient le symbole de la résistance. Ce jour-là, il crée le Front démocratique unifié, l'UDF, mouvement non violent, pour s'opposer à la nouvelle constitution
et dénoncer le mensonge des réformes.